Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes premières lectures pour le mois de mai. Au mois de mai j'ai quand même pas mal lu, pas autant que les mois précédents, mais j'avais vraiment particulièrement lu les mois précédents, mais j'ai quand même fait pas mal de jolies découvertes, donc je vais vous en présenter toute une partie aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous reparler des mémoires de Lady Trent, puisque j'ai lu les tomes 3, 4 et 5 au début du mois de mai. Je les ai quasiment tous enchaînés. Lady Trent, c'est vraiment une série que je trouve très chouette. C'est une série qui est publiée aux éditions de La Talente et qui est donc terminée en 5 tomes. Ils sont disponibles uniquement en grand format, mais ils sont tous sortis il y a quand même quelques années, donc on peut trouver la plupart en occasion. C'est donc une série de fantasy qui s'inspire un petit peu d'un équivalent de l'Angleterre victorienne, dans laquelle on suit une femme qui s'appelle donc Isabelle et qui est passionnée de dragons depuis toujours. Et c'est une femme qui a vraiment un esprit très scientifique et son but c'est vraiment de faire des carnets d'exploration, de renseigner toutes les espèces de dragons qui peuvent exister, de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles espèces existent, comment est-ce qu'ils vivent entre eux, comment est-ce qu'ils se reproduisent, enfin voilà, vraiment tout un tas de questions vraiment scientifiques, sauf qu'on est donc à une époque à laquelle les femmes ne sont pas censées être des scientifiques, ne peuvent pas participer à des grandes expéditions, etc. Donc clairement voilà, on lui fait comprendre que c'est pas sa place et que c'est pas comme ça que ça va se passer. Sauf qu'elle décide de ne pas baisser les bras et donc elle s'embarque pour différentes expéditions et c'est tout ça qu'elle va raconter dans ses mémoires. Et donc en fait dans chaque tome on suit une expédition différente qui à chaque fois se passe dans une région du monde très différente et donc c'est un univers de fantasy. Les royaumes n'ont pas les noms qu'on leur connaît dans notre monde à nous, mais on voit bien à chaque fois de quel pays c'est inspiré. Donc pour le premier tome ça se passait dans l'équivalent de l'Europe de l'Est, pour le second tome ça se passait en Afrique. Le troisième tome, donc le voyage du basilic, se passe essentiellement sur les mers, sur un bateau, et puis ensuite en Polynésie, donc avec de nouveau une ambiance très différente, et à chaque fois dans chaque expédition, on a effectivement un contexte différent, un décor différent, du coup des espèces de dragons différentes, et on a aussi à chaque fois vraiment une géopolitique qui est très importante, et Isabelle se retrouve vraiment voilà, mêlée à toutes ces histoires-là, parce que pour avoir le droit de faire des explorations, ben, ça dépend voilà, aussi de comment sont les relations avec le pays, comment est le pays lui-même, est-ce qu'il y a des guerres à l'intérieur, etc. Donc voilà, le côté géopolitique est à chaque fois très important. Donc celui-ci, l'expédition maritime, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y a du coup des décors qui sont encore une fois très différents, certains personnages qui entrent en scène qui seront importants pour la suite du récit, et puis on retrouve le fils d'Isabelle qui est devenu adolescent et c'est vraiment sympa de le retrouver aussi. Dans le quatrième tome, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé, c'est un tome qui se passe au Moyen-Orient et plus particulièrement en Égypte, l'équivalent de l'Égypte, et c'est un tome dans lequel il va y avoir des grosses découvertes archéologiques sur la fin du tome, donc c'est un autre aspect qui est très sympa, en plus à nouveau de contexte géopolitique très important, et sinon c'est plutôt un tome qui est très centré sur l'élevage de dragons, et c'est également un tome dans lequel on a un petit peu de romance qui commence à apparaître, c'est vraiment pas le point central de cette série, la romance, mais voilà, dans ce tome-ci il y en a un petit peu aussi, et c'était plutôt sympa. Et du coup, le cinquième tome, celui-ci se passe dans l'Himalaya. Pour ce dernier tome, on a donc une dernière grosse expédition et une dernière très très grosse découverte qui va faire que Lady Trent va devenir la personnalité éminemment célèbre dans le monde scientifique qu'elle devient, parce que voilà, il va y avoir une très grosse découverte. Au départ, j'étais pas forcément hyper emballée par l'idée de cette grande découverte quand on comprend un peu ce que ça va être, mais au final j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice s'en sert pour parler de civilisation, de culture, de langue, etc. Et j'ai trouvé voilà, qu'au final c'était vraiment bien joué et que c'était vraiment une très belle fin pour cette série. Le personnage d'Isabelle est vraiment très attachant, tout comme les autres personnages qui gravitent autour d'elle. Donc voilà, c'est vrai que pour ce dernier tome, j'aurais bien aimé peut-être revoir par exemple un peu plus son fils adolescent ou quoi. Mais voilà, vraiment une belle fin et une très belle série du début à la fin. Vraiment, je vous recommande chaudement cette série. Je suis hyper contente de l'avoir découverte. Et si vous aussi vous aimez bien cette forme de récit un peu à la manière de mémoire, de carnet d'exploration, que vous aimez la géopolitique et les dragons dans la fantasy, globalement voilà, lancez-vous dans cette série. Ensuite j'ai écouté un livre audio qui s'appelle Le jeu de la vie, j'ai oublié le nom de famille de l'autrice,
Donc je suis désolée, je vous afficherai ça juste ici. Donc on est sur un roman qui promettait des secrets de famille et du coup j'étais plutôt curieuse de le découvrir. Il vient de sortir chez Audiolib et j'ai bien aimé la lecture audio qui en est faite. Par contre c'est vrai que voilà, pour le récit en tant que tel, j'ai bien aimé certains aspects, d'autres m'ont un peu moins emballé, donc mon avis global est un petit peu mitigé. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais voilà, ça reste un petit peu du sans plus de mon côté. Dans ce récit-là, en fait, on a deux temporalités qu'on va suivre. La temporalité principale, on suit Victoire, et on va dire que Victoire, elle va suivre un peu le schéma classique des romans un peu feel good avec beaucoup de travail, puis un burn-out, puis un renouveau et des découvertes sur sa famille, sur elle-même, etc. Et du coup ça m'a pas forcément plus emballé que ça. J'ai bien aimé le personnage de Blanche, pas forcément la manière dont elle rencontre, qui est un des défauts pour moi du récit, mais par contre voilà, je trouve que sinon c'était un personnage intéressant qui amène des questions intéressantes. Et puis l'autre temporalité que l'on suit, mais qui est une temporalité plus secondaire, c'est celle de Janice et Cally. Janice en fait c'est la grand-mère de Victoire et c'est une femme qui vit dans sa petite maison avec sa voisine qui s'appelle Cally et elles deux elles sont très liées. On sait qu'elles ont vécu des choses très fortes ensemble. Mais voilà, c'est justement ce que va découvrir petit à petit Victoire et donc ça nous emmène notamment dans des communautés hippies dans les années 70, des questions par rapport à la famille, de l'acceptation dans la famille, etc. Et voilà, il y avait pas mal de choses intéressantes pour cette partie-là du récit, c'est ce qui moi m'a le plus plu. C'est un récit qui se passe en Vendée, donc pas forcément très loin de chez moi, et c'est vrai que c'était plutôt chouette d'avoir ce décor-là pour un roman, ça change un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire. Donc voilà, il y avait certaines choses que j'ai trouvées peut-être un petit peu trop classiques dans le récit, certains détails, certains éléments qui me semblaient un peu trop improbables, invraisemblables, mais pour autant j'étais quand même plutôt prise dans le récit, j'avais quand même envie de savoir la suite. Donc voilà, c'est pas une lecture hyper mémorable, mais voilà, je regrette pas de l'avoir lu pour autant. Ensuite, j'ai enfin lu Là où brillent les étoiles par Nadia Hachimi, qui était dans ma pile à lire depuis des lustres et que je n'avais toujours pas lu alors que j'ai beaucoup aimé tous les autres romans de Nadia Hachimi. Mais du coup justement je pense que je l'avais toujours pas lu parce que c'est le dernier qu'elle a publié. Il est sorti il y a déjà pas mal d'années et pour l'instant il n'y en a pas de nouveau alors qu'à une période vraiment il y en avait un qui sortait chaque année. Et voilà, depuis là, ça fait quelques années qu'il y a une pause. Donc j'espère qu'on aura de nouveau des futures publications parce que c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Nadia Hachimi, c'est donc une autrice américaine mais qui est originaire d'Afghanistan. Je ne sais pas exactement si elle est née là-bas ou si elle est née aux États-Unis et que c'est juste sa famille qui est originaire d'Afghanistan. Mais du coup, ces récits se placent tous en Afghanistan. Dans ce récit-là, au début du récit, on suit une jeune fille qui s'appelle Sitara, qui a une dizaine d'années et qui grandit donc à Kaboul. Sauf qu'en 1978, il va y avoir un coup d'État qui va être mené contre le président Daoud. Et donc Sitara, elle, c'est la fille du bras droit du président. Et du coup, toute sa famille va être tuée en même temps que la famille du président Daoud dans le palais dans lequel ils vivent. Et Sitara, c'est la seule de sa famille qui va réussir à s'en sortir. Donc voilà, on a ce début vraiment très fort à Kaboul. Et puis donc ça comprend, on va dire, toute la première moitié, vraiment voilà, la première moitié du récit. Ensuite, après l'attentat, il va se passer encore pas mal de choses. Et puis ensuite, on a une grande ellipse et on retrouve Sitara pas mal d'années plus tard. Elle est devenue adulte, elle a fini ses études de médecine et elle travaille donc maintenant comme médecin aux États-Unis. Sauf que son passé va venir un peu la rattraper et qu'elle va se retrouver à devoir retourner en Afghanistan et replonger dans ses souvenirs qui sont forcément pas très positif. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment bien mené, que j'ai trouvé vraiment embarquant. Au tout début c'est un peu compliqué de bien s'y repérer entre tout le monde, mais par contre ensuite vraiment voilà, j'étais vraiment complètement captivée à l'intérieur du récit. J'ai plutôt préféré la première partie qui se passe en Afghanistan que la deuxième, mais j'ai bien aimé sur la fin de la deuxième justement le retour en Afghanistan et toutes les questions que ça vient reposer, toutes les émotions que ça vient réveiller, etc. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était un beau récit encore une fois. Et comme je disais, du coup vraiment j'espère qu'on continuera à avoir d'autres publications de Nadia Hachimi. Celui-ci c'est pas mon préféré, j'ai plutôt préféré La perle et la coquille et puis Pourvu que la nuit s'achève, qui sont vraiment... voilà, qui avaient vraiment été deux coups de cœur pour moi. Mais celui-ci est très chouette également, il est disponible en poche comme il est sorti il y a pas mal de temps. Ensuite, retour avec un livre audio, cette fois-ci pour Good Bad Girl. C'est un livre audio qui est écrit par une autrice anglaise. Je crois qu'elle avait déjà sorti d'autres récits, mais pour ma part c'était la première fois que je la lisais.
On est sur un récit qui est donc un thriller, c'est pas ce que je lis le plus mais j'en lis de temps en temps et notamment en format audio. On est sur un récit qui parle beaucoup de relations, de filiation entre mère et fille et dans lequel on va suivre plusieurs personnages. Au départ on voit pas forcément très bien le lien qu'ils ont entre eux. Au tout début du récit, on nous raconte l'histoire de l'enlèvement d'une petite fille dans un supermarché. Et puis ensuite on va donc retrouver plusieurs femmes différentes. On retrouve une jeune fille qui travaille dans un EHPAD et qui va se lier d'amitié avec une vieille dame, une femme qui peine un peu à trouver un sens à sa vie depuis justement que son bébé a été enlevé. Également une autre femme dont la fille a décidé de quitter la maison alors qu'elle n'était pas encore tout à fait majeure et qui s'inquiète pas mal pour elle. Donc voilà, on a un petit peu toutes ces femmes que l'on suit, qu'on voit évoluer au fil du temps. Et donc c'est un récit qui questionne beaucoup les questions du bien et du mal, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Donc je trouve que le titre est plutôt révélateur au final. Au départ du récit c'est pas forcément flagrant, mais plus on avance dans le récit, plus on comprend que c'est vraiment une question assez centrale. Donc voilà, j'ai bien aimé les révélations qu'il y avait. Il y en a une partie qu'on voit venir, mais il y a quand même vraiment son lot de surprises et pour autant c'est des surprises qui sont plutôt cohérentes. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. Il y avait quelques incohérences, quelques invraisemblances, quelques petits défauts qui se baladent dans le récit, mais j'ai plutôt bien apprécié. Je crois que je lui ai mis la note de 15 sur 20 sur Livre Addict, donc voilà, ça a plutôt été une bonne lecture malgré ses petits défauts. Ensuite, j'ai lu Yellowface par Rebecca F. Kuang qui est sortie chez Ellipsis, donc la collection adolescent de Saxus. Pour autant, on n'est pas tellement sur un récit adolescent, enfin on est un peu à la limite entre de l'adolescent et de l'adulte. Je trouve que ça passe bien pour les deux lectorats. En fait, c'est un récit dans lequel on suit l'histoire de June. C'est une jeune femme qui a toujours été passionnée d'écriture, qui a sorti un premier récit qui n'a pas forcément très bien marché et qui rêve d'un jour rencontrer un succès. Et d'autant plus qu'il rêve de rencontrer le même succès que sa camarade de fac qui s'appelle Athéna et qui elle a eu un énorme succès dès son premier roman. Tous ses romans sont toujours très attendus, toujours très salués par la critique, etc. Et donc voilà, June elle lui a envie un petit peu ça. Elles ont une relation qui est un peu particulière parce que elles sont un peu la seule amie l'une de l'autre, mais pour autant elles sont pas forcément très proches. Et donc un soir elles sont toutes les deux ensemble à fêter un nouveau succès d'Athéna et en fait Athéna va mourir sous les yeux de June. Elle meurt d'une façon très bête et voilà, elle meurt d'un coup et June va en fait s'emparer, en profiter pour récupérer le premier jet du nouveau manuscrit d'Athéna. Elle va décider de le corriger et de le soumettre à la publication en faisant comme si c'était elle qui l'avait écrit. Elle sait qu'Athéna ne parle jamais de ses projets avant de les avoir terminés, avant qu'ils soient publiés ou quoi. Donc voilà, elle sait qu'il y a des chances pour que personne ne s'en rende compte. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Elle va publier le récit, elle va remporter un énorme succès. Mais il y a quand même pas mal de questions qui se posent, notamment parce que c'est un récit qui se passe en Asie et donc Athéna est asiatique, mais c'est pas du tout le cas de June. On va du coup aussi se poser des questions par rapport à l'appropriation culturelle, par rapport au fait de savoir si elle est légitime pour écrire ce récit, et puis donc en plus de ça, on suit vraiment June, donc avec quand même cette hésitation par rapport au fait de savoir... elle a quand même volé ce manuscrit, elle a retravaillé dessus, mais quand même voilà, l'idée de départ c'est pas la sienne. Il y a certaines personnes qui commencent à avoir des doutes, etc. C'est un récit qui est parfois qualifié de thriller, j'irai pas forcément jusque là, même si c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu suspense. C'est un récit que j'ai vraiment apprécié pour tout le côté édition, processus d'écriture, etc. que j'ai vraiment trouvé intéressant, aussi par rapport justement à toutes les questions d'appropriation culturelle. Et franchement j'étais vraiment embarquée dans le récit. J'ai aussi trouvé que les personnages étaient très gris, que voilà, ils sont très loin d'être parfaits tous, et ça j'ai vraiment bien apprécié. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé que la fin était un petit peu rapide, un peu précipitée et que ça fait pas forcément tellement sens par rapport au reste du récit. Donc voilà, un petit peu mitigée par rapport à la fin, mais j'ai vu que c'était le cas de pas mal de lecteurs. Pour autant, ça a quand même vraiment été une bonne lecture parce que comme je vous dis, vraiment je l'ai dévoré et j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes dedans. Donc c'est un récit que je vous recommande malgré cette fin. Pour terminer, du côté des romans, j'ai lu un roman assez court qui s'appelle donc Rosa Bonheur, la peintre de la cause animale. C'est sorti chez Scrinéo dans leur collection Destinée qui parle donc de personnes qui ont réellement existé. Donc ce sont à chaque fois des biographies qui sont vraiment assez sourcées. Il y a quand même un côté romancé pour en faire voilà, un livre qui se lit comme un roman, mais par contre voilà, ça respecte toutes les dates, etc. Qui sont connues, tous les faits qui sont connus par rapport à la vie des personnes.
Et donc en l'occurrence c'est sur Rosa Bonheur, une des premières femmes peintres à vraiment avoir un gros succès de son vivant. Donc c'était une femme qui était très passionnée des animaux, qui du coup peignait beaucoup les animaux. Pareil, la peinture animalière en plus était encore plus réservée aux hommes. Et puis du coup voilà, elle a vraiment des convictions qui sont très fortes par rapport aux animaux, par rapport au bien-être animal, à une époque à laquelle on se pose pas forcément la question. Donc voilà, c'était assez intéressant. On suit en plus de ça toutes ses amitiés, ses peines qu'elle peut avoir, ses difficultés qu'elle peut avoir dans la vie. C'est une femme qui vit très en marge de la société, qui n'a pas envie de se conformer à tout un tas de choses, qui n'a pas envie de se marier, etc. Qui vit avec d'autres femmes qui sont ses amies, enfin voilà, elle recueille plein d'animaux chez elle, etc. Donc voilà, c'est quand même une figure assez particulière. Donc voilà, j'ai bien aimé en apprendre plus sur elle. C'est vrai que je connaissais pas forcément très bien sa vie. C'est écrit par Catherine Quensa, qui est une autrice que j'ai déjà lue pas mal de fois, notamment chez Scrinéo. Et dans tous les cas, dans tous ces romans que j'ai lus, ce sont toujours des récits qui parlent de questions historiques et qui ont un côté vraiment très informatifs. Ce sont des récits qui sont faits à chaque fois pour nous apprendre des choses, soit sur des époques, soit sur des personnes, etc. Et voilà, vraiment, ça doit être mon 4e titre d'elle que je lis, à chaque fois à destination plutôt adolescent ou jeunesse, et à chaque fois je trouve vraiment que c'est très chouette, c'est toujours très embarquant et en même temps on apprend plein de choses, donc vraiment voilà, j'aime vraiment bien ce qu'elle propose. Pour terminer, je vais vous parler de plusieurs graphiques. Tout d'abord, j'ai lu le roman graphique qui s'appelle Tombée de la Lune. C'est un roman graphique qui m'a attirée parce que la couverture et les illustrations à l'intérieur sont vraiment très très belles. On est sur des illustrations aquarellées avec des teintes vraiment fidèles à la couverture, donc tout en violet, avec des touches de lumière. C'est un récit qui se passe beaucoup la nuit parce que notre personnage principal s'appelle Diane et qu'elle souffre d'insomnie depuis toujours et qu'elle a une santé assez fragile. Elle se retrouve après envoyée en sanatorium, et puis sinon on a des gros décors de maisons d'époque, etc. Mais voilà, du coup il y a vraiment des super beaux décors, beaucoup de scènes qui se passent de nuit, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et donc Diane se pose beaucoup de questions, sa mère est décédée quand elle était enfant, et donc c'est aussi de tout ça que ça va parler. Il y a certains choix qui ont été faits par l'autrice qui me plaisent pas forcément beaucoup, notamment une scène en particulier. Je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler, mais c'est une scène avec un baiser. Par rapport aux révélations qu'on va avoir dans le récit, j'ai pas trop compris pourquoi ce choix, mais sinon dans l'ensemble c'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié. Le côté histoire était plutôt sympa sans être complètement incroyable, mais par contre les dessins sont vraiment très très beaux, donc juste pour ça n'hésitez pas à le découvrir. Ensuite j'ai lu le tome 1 et le tome 2 du manga La Gardienne des Concubines, qui est sorti récemment chez Mana Books, et donc les tomes 1 et 2 sont sortis en même temps au mois de mai. On est sur une série qui se passe en Chine médiévale, dans laquelle on suit l'histoire de Yuran, qui est une femme de 28 ans, qui est une marchande assez réputée. Elle est toujours pas mariée et en fait elle va se retrouver à devoir épouser un homme important qui travaille avec l'empereur. Elle est déjà un peu âgée pour se marier, surtout pour l'époque, et en plus de ça elle se retrouve complètement projetée dans cet univers du palais, et plus particulièrement dans l'aile des concubines, puisque à la fois elle épouse cet homme et en même temps elle est un peu embauchée pour venir travailler du coup dans l'aile des concubines et leur vendre ses produits, en apprendre plus sur elles, sur leurs différents secrets, sur tous les complots, les manigances qu'il peut y avoir entre elles, les alliances, etc. Et donc voilà, du coup elle va découvrir vraiment tout ça. Les deux gros points positifs pour moi, c'est vraiment ce côté complot qui est vraiment très chouette, et puis les graphismes qui sont vraiment superbes, que ce soit pour les décors ou pour les personnages ou tous les costumes, enfin leurs tenues, etc. Vraiment c'est très très joli, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'espère que la relation avec son mari va se développer au fil des tomes, parce que pour l'instant c'est un petit peu léger, mais ça a l'air d'aller dans le sens que ça va se développer pour la suite. Donc voilà, en tout cas c'était un chouette début de série, je suis contente de l'avoir découvert et je continuerai. Et pour terminer, j'ai lu le manga qui s'appelle Tamaki et Aman. Pour le coup celui-ci c'est un tome unique. Alors je dois dire que j'étais un petit peu déstabilisée parce que ça correspondait pas forcément avec ce qu'on m'avait vendu. Dans le résumé en fait ce qui était écrit c'est que c'est l'histoire d'une fille qui va échanger un baiser avec une autre fille et qui semble avoir une relation avec elle. Sa mère n'est pas d'accord avec ça et elle en parle avec son père, sauf que le père lui-même
a déjà échangé un baiser avec un garçon quand il était lui-même adolescent. Et donc voilà, du coup ça c'était un petit peu le résumé qui était promis, donc voilà, avec des questions, en plus de ça ce côté père-fille, etc. qui était intéressant. Au final, en fait c'est un récit qui mêle 5 histoires différentes, 5 nouvelles différentes, dans lesquelles à chaque fois on suit 2 âmes, donc Tamaki et Aman, mais qu'on va suivre à 5 époques différentes. Et donc l'histoire du père et de sa fille, ce n'est que l'une des histoires. C'est la seule des histoires qui a ce côté LGBT, et en plus de ça c'est une question qui est vraiment très survolée. Donc voilà, ne lisez pas forcément le récit si c'est ça votre but. Par contre, en tant que tel, donc on est sur l'histoire de 2 âmes qui se retrouvent au fil des époques. On a donc le père et sa fille à notre époque actuelle. On a l'histoire de 2 camarades de classe à l'époque Meiji. L'histoire d'une femme et de son jeune voisin dans les années 70, une histoire après-guerre entre 2 soldats, et l'histoire de 2 amis d'enfance à Mambodi à l'époque Edo, donc à l'époque du Japon médiéval. Donc voilà, du coup on a ces 5 récits différents. Ils sont pas forcément très connectés les uns avec les autres, si ce n'est ce prénom, enfin ces prénoms ou nom de famille, ça dépend des époques. Voilà, j'ai trouvé que certains récits étaient plus touchants que d'autres. Les dessins sont assez simples, mais ils sont plutôt jolis. Mais par contre, c'est vrai que voilà, moi j'étais un petit peu déstabilisée à ma lecture parce que ça ne correspondait pas forcément avec ce que je pensais découvrir. Donc voilà, sur ce j'en ai donc terminé avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir peut-être donné envie de découvrir certains de ces récits. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment, ce qui vous a plu, et à me dire s'il y a des livres que vous me recommandez. Et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!